Tu crois connaître les gens. Tu crois savoir lire leurs sourires, comprendre leurs gestes, sentir quand quelque chose ne tourne pas rond. Mais parfois, la folie se cache derrière des yeux familiers. Parfois, l'amour se transforme lentement en une prison invisible et le danger se glisse dans la banalité du quotidien. Ce que tu vas entendre ce soir n'est pas une fiction. Ce sont des histoires vraies, vécues, racontées par ceux qui ont vu l'amour basculer dans l'horreur. 3 histoires, 3 ex devenus des ombres obsédées, prêtes à tout pour ne pas être oubliées. Et la première commence avec Grace. J'avais 18 ans. C'était ma dernière année de lycée. Une période où tout semblait possible. Le permis, les soirées entre amis, les rêves de liberté. Et puis, il y avait Grace. Je l'avais rencontrée au boulot, un petit job étudiant sans importance. Elle était jolie, toujours souriante, le genre de fille qui dégage une douceur rassurante. Au début, je me sentais chanceux. Elle s'intéressait à moi plus que personne ne l'avait jamais fait. Mais ce que je prenais pour de l'attention, c'était déjà de la possession. Je me souviens du premier signe. Elle venait au travail même les jours où elle n'était pas censée venir. Pas pour parler, pas pour consommer, juste pour me regarder. Assise dans un coin, des heures durant, à m'observer comme si ma présence l'hypnotisait. J'avais trouvé ça flatteur. Aujourd'hui, je sais que c'était le début de quelque chose de beaucoup plus sombre. Quelques mois plus tard, notre relation avait viré au cauchemar. Je ne respirais plus. Chaque instant sans elle devenait une justification à donner. Chaque minute sans réponse à ses messages provoquait une avalanche d'appels. 25, 30 parfois, tous en rafale, accompagnés de centaines de textos. Si je n'étais pas chez moi, elle voulait savoir où j'étais, avec qui, pourquoi, pour combien de temps. Je croyais aimer, mais j'étais déjà prisonnier. Quand je dis que j'avais perdu ma liberté, je ne plaisante pas. Je ne pouvais même pas jouer en ligne avec mes potes sans qu'elle s'énerve. La moindre activité hors de son contrôle devenait une trahison. Alors j'ai fini par rompre. Mais rompre avec une personne comme Grace, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Elle attendait devant mon lieu de travail, chaque soir. Toujours dans sa voiture, les phares allumés, prête à bondir dès que je sortais. Quand j'essayais de partir, elle me bloquait le passage. Elle pleurait, criait, suppliait. Parfois, elle me menaçait de m'attaquer en justice pour des broutilles, juste pour m'obliger à lui parler. Un soir, j'ai cédé. Je suis monté dans sa voiture, pensant qu'un dernier échange pourrait apaiser les choses. Erreur fatale. Elle s'était calmée, du moins en apparence. On parlait, ou plutôt elle parlait. Les mêmes phrases, les mêmes promesses, les mêmes reproches. Puis, son téléphone a sonné. Son père. Je ne sais pas ce qu'elle avait en tête, mais elle a eu cette phrase. « Si tu ne restes pas pour me parler, je lui dis de te poursuivre maintenant. » À cet instant, j'ai voulu sortir. Je lui dis que c'était terminé, que j'en pouvais plus. Mais quand j'ai tiré sur la poignée, la porte était verrouillée. J'ai senti sa main grapper mon bras, ses ongles s'enfoncer dans ma peau. Le regard qu'elle avait à ce moment-là. Je ne l'oublierai jamais. Ce n'est plus Grace. C'était autre chose, quelque chose de froid, de vide, de dangereux. J'ai forcé la porte, réussi à me dégager, à courir jusque ma voiture. Je suis parti à toute vitesse, le cœur battant, la main en sang. Je croyais que c'était terminé, mais l'horreur ne faisait que commencer. Cette nuit-là, en jouant à GTA, j'ai entendu une voiture s'arrêter de chez moi. Au début, j'ai cru que c'était dans le jeu. Puis un petit toc-toc a retenti sur la fenêtre. 2 fois. Et une voix douce a murmuré mon prénom. Je savais que c'était elle. J'ai voulu croire que j'avais fumé trop, que mon esprit me jouait des tours. Mais quand le toc-toc s'est transformé en coup violent, je n'ai plus douté. Elle hurlait mon nom, mélange de supplication et de rage. « Tu peux pas me faire ça! T'es qu'un salaud !» J'aurais dû appeler la police. Mais à cet âge-là, on pense toujours que ça va s'arranger. Alors j'ai fait l'erreur d'ouvrir. Elle prétendait récupérer un pull à 2 heures du matin. Je lui ai crié dessus, lui disant de partir. Et c'est là que je l'ai vue, derrière elle. Une silhouette, immobile, à moitié cachée par le tronc d'un arbre. Un homme, capuche sur la tête, observant la scène. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti mon sang se glacer.
Grace a compris que je l'avais vu. Elle a grappé mon bras, tentant de m'empêcher de réagir. L'autre garçon a commencé à courir vers nous. J'ai claqué la fenêtre sur son bras. Son cri a déchiré la nuit. Elle s'est reculée, juste assez pour que je puisse verrouiller. L'autre type s'est arrêté net, a vu que je composais le 911, puis s'est détalé. Le moteur d'une voiture a rugi. Et ils ont disparu. Je suis resté là, tremblant, incapable de respirer. Quand les policiers sont arrivés, ils ont pris ma déposition. Mais sans preuve, sans trace, sans vidéo, ils ne pouvaient rien faire. Grace n'a jamais été inquiétée. Et pourtant, je sais qu'elle n'était pas venue seule pour parler. Elle voulait me faire du mal. Et si l'homme derrière l'arbre ne s'était pas montré, je ne serais peut-être plus là pour raconter cette histoire. Je m'appelle Amy. Et depuis mardi dernier, je n'ai presque pas dormi. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que je n'ose plus fermer les yeux. Il y a 3 semaines, j'ai rompu avec mon copain, Tommy. Au début, tout semblait normal. Une rupture classique, un peu de chagrin, quelques larmes. Mais ce que je ne savais pas, c'est que cette séparation allait marquer le début de la pire période de ma vie. Quand on s'est rencontrés, Tommy était gentil, attentionné, toujours présent. Le genre d'homme qui te fait sentir unique, importante. Il m'envoyait des messages dès le matin, m'appelait chaque soir avant de dormir. Je croyais que c'était de l'amour sincère, mais peu à peu son attention s'est transformée en surveillance. Si je mettais trop de temps à répondre, il se mettait à paniquer. Il voulait savoir où j'étais, avec qui, pourquoi. Et parfois il se montrait devant mon travail sans prévenir, juste pour vérifier, disait-il, que tout allait bien. Je me disais qu'il était juste un peu trop protecteur. Mais la vérité, c'est qu'il était déjà en train de m'enfermer dans une toile invisible. Un soir, il m'a demandé si je serais d'accord qu'on se mette un petit traceur dans nos téléphones. Pas pour partager la localisation, non. Un vrai tracker, pour notre sécurité mutuelle. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose clochait sérieusement. Je lui ai dit que c'était terminé. Il a d'abord pleuré, puis soudain, il s'est tu. Un silence froid, presque mécanique. Je me souviens avoir raccroché avec un étrange pressentiment, comme si quelque chose de grave venait de s'enclencher. Pendant 1 semaine, rien. Pas de message, pas d'appel. Je respirais enfin. Mais ensuite, j'ai commencé à recevoir des textos. Des numéros inconnus. Toujours des phrases étranges sans contexte. « Tu dors ? Je t'ai vu aujourd'hui. Tu devrais fermer les rideaux. » J'ai bloqué chaque numéro, pensant à du spam. Mais les messages revenaient, sous d'autres numéros, et toujours avec ce ton familier, comme si la personne savait exactement comment me parler. Je n'en ai parlé à personne. Je me disais que c'était le hasard, que c'était juste moi qui psychotais. Jusqu'à cette nuit. Il était 2 heures du matin. Je me suis levé pour aller aux toilettes. Et là, dans le silence, j'ai entendu quelque chose. Un bruit, léger, un pas peut-être. Venait-il du salon ? Je me suis figé, chaque muscle tendu. Je n'ai pas bougé. J'ai fini par me convaincre que ce n'était qu'un drame éveillé. Mais dans mon ventre, un instinct me hurlait que non. Quelques jours plus tard, je suis rentré d'un week-end chez ma sœur. Et dès que j'ai franchi la porte de mon appartement, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Rien n'était volé, mais tout semblait différent. Les portes que je laissais à demi fermées étaient grandes ouvertes, les rideaux tirés, et le petit placard de l'entrée entrouvert. J'ai respiré un grand coup et j'ai ouvert lentement. Rien, juste mes manteaux, mais j'ai senti cette odeur. Un parfum d'homme, familier, mélangé à ma lessive. Cette nuit-là, j'ai mis une chaise contre la poignée de ma porte et j'ai dormi avec un couteau sous mon oreiller. Enfin, dormi, c'est un grand mot. Parce qu'à 4 heures du matin, je me suis réveillé en sursaut. Le lampadaire extérieur s'était éteint. Ma chambre était plongée dans le noir et ma porte était ouverte. Et la chaise que j'avais calée avait été poussée. J'ai senti quelque chose bouger au pied du lit. Une masse d'orme. Un souffle. Puis, des doigts. Des doigts qui ont glissé doucement sur mes chevilles. J'ai crié, de toutes mes forces. Et une voix familière m'a chuchoté « Calme-toi, c'est moi ». C'était Tommy. Il s'est jeté sur moi, a plaqué sa main sur ma bouche. Il me disait qu'il voulait juste parler.
qu'il ne ferait rien de mal. Mais je voyais dans ses yeux autre chose. Quelque chose de brisé. Je lui ai demandé comment il était entré. Il a répondu calmement « J'ai fait un double de ta clé quand on vivait ensemble. Juste au cas où. » J'ai senti mes jambes trembler. Il restait là, assis sur le bord du lit, me regardant comme s'il était un objet qu'il avait perdu. Il disait vouloir m'expliquer, mais tout ce qu'il faisait, c'était me retenir. Chaque seconde me paraissait interminable. Alors, j'ai feint la docilité. Je lui ai dit que je voulais bien rediscuter, mais qu'il devait partir pour la nuit. Et Dieu merci, il m'a cru. Quand il est sorti, j'ai immédiatement appelé la police. Ils sont venus, ils ont pris ma plainte, mais sans preuve d'effraction, ils ne pouvaient pas l'arrêter. Plus tard, un détective a retracé les faux numéros que je recevais. Tous menaient à un seul téléphone, le sien. C'est ainsi que j'ai pu obtenir une ordonnance restrictive et j'ai déménagé. Je vis maintenant dans un autre appartement, plus petit mais avec une serrure renforcée et des caméras. Je n'ai plus jamais revu Tommy, mais chaque fois que je ferme les yeux, je sens encore ses doigts sur ma peau et j'entends sa voix dans ma tête murmurer que ce n'est pas fini. Et si cette histoire t'a glacé le sang, rappelle-toi, ce genre de cauchemar peut arriver à n'importe qui. Alors, prends une seconde et abonne-toi à Nuit d'horreur pour ne plus jamais rester seul face à tes peurs. Parce que parfois, écouter une histoire effrayante peut te sauver d'environ une. Je m'appelle Ethan, et il y a encore quelques mois, j'aurais juré que Marissa était la femme de ma vie. C'était une de ces filles qu'on remarque tout de suite. Belle, vive, magnétique. Quand elle te parlait, tu avais l'impression qu'il n'existait plus rien autour. Elle te faisait rire, réfléchir, rêver. Et moi, j'étais tombé dedans tête la première. Au début, notre relation ressemblait à un film romantique. Des messages tous les matins, des cadeaux inattendus, des petits mots sur le miroir de la salle de bain. Elle me couvrait d'attention, me faisait sentir spécial. Mais avec le recul, je comprends que ce n'était pas de l'amour. C'était de la possession. Marissa ne savait pas aimer à moitié. Tout était trop. Trop d'émotions, trop de passion, trop d'intensité. Et quand quelque chose la contrariait, cette intensité se retournait contre moi. Si je mettais plus de 5 minutes à répondre à un message, je recevais une rafale de textos. D'abord inquiet, puis furieux, puis désespéré. Elle m'appelait en pleurs, me suppliait de répondre. Et quand je finissais par décrocher, elle disait juste « Je voulais être sûre que tu n'étais pas parti ». La première fois qu'elle est venue me voir sur mon lieu de travail sans prévenir, j'ai trouvé ça mignon. Elle m'avait apporté un café. Mais la deuxième fois, c'était parce que je n'avais pas répondu à ses appels. Elle était restée garée sur le parking pendant des heures, les yeux rouges, tremblante, me regardant sortir. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait là, elle a murmuré « Tu ferais pareil pour moi, non ?» Et moi, idiot, je n'ai su quoi répondre. Les mois ont passé, et ce qui avait commencé comme un rêve est devenu une routine d'angoisse. J'essayais de la rassurer, de l'aimer assez pour combler ses failles. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un qui s'enfonce dans son propre vide. Alors un soir, j'ai mis fin à notre relation. Calmement, sans cri, sans colère. Elle m'a regardé longuement, puis elle a dit d'une voix presque douce « Tu penses que c'est fini pour toi, mais ce n'est pas fini pour moi. » Cette phrase m'a glacé parce qu'elle ne sonnait pas comme une menace. Elle sonnait comme une promesse. Je l'ai bloquée de partout. J'ai changé de numéro, d'adresse mail, même de logement. Pendant quelques semaines, tout a semblé redevenir normal. J'ai commencé à revivre. Et puis, les lettres ont commencé à apparaître. Pas de timbre, pas d'expéditeur, juste mon prénom écrit à la main sur une enveloppe laissée dans l'interstice de ma porte. La première disait « Je dors encore de ton côté du lit ». La seconde « Tu vérifies 3 fois la porte avant de dormir. Tu t'en rends pas compte, mais moi si ». Et la troisième m'a fait faire ma valise en pleine nuit. « Tu portais ton sweat bleu lundi, celui avec le trou à la manche. Répare-le. » C'était le sweat que j'avais mis ce jour-là pour aller chercher des courses, sous une pluie battante, à l'autre bout de la ville. Personne n'avait pu me voir, sauf elle. J'ai quitté la ville. J'ai trouvé un nouveau travail à Denver. J'ai pris un nouveau départ, coupé tout contact. Nouveau numéro, nouveau mail, plus de réseau. Je vivais dans un petit studio, tranquille,
anonyme. Et pendant 1 an, rien. Pas une lettre, pas une trace. Je commençais à croire qu'elle m'avait enfin oublié. Jusqu'au jour où j'ai ouvert ma boîte postale. À l'intérieur, une enveloppe blanche, sans adresse, juste mon prénom. Et dedans, une photo Polaroid. C'était moi de dos, marchant devant mon immeuble. Je tenais un café à la main, mes écouteurs dans les oreilles, et derrière, écrit en rouge, « Tes épaules s'affaissent quand tu es fatigué ». Je n'ai pas réfléchi. J'ai déménagé encore. Nouvelle ville, nouveau boulot, nouveau nom sur la boîte lettrée. J'ai acheté un gros chien, un berger allemand, histoire de ne plus jamais dormir seul. Pendant des mois, tout allait bien. Je commençais à me dire que la malédiction était rompue. Puis, un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé un petit post-it jaune collé sur ma porte. En lettres rouges, « J'aime pas la barbe ». J'ai senti mon cœur se figer. Parce que j'avais laissé pousser la barbe 3 mois plus tôt et personne, absolument personne, ne m'avait vu avec. Sauf ma caméra d'ordinateur, celle que je gardais toujours masquée. Le lendemain matin, un nouveau message. Sous mon essuie-glace. Mieux. J'ai compris. Elle était de retour. Et elle me surveillait. Je suis allé voir la police. Ils ont pris ma plainte, mais sans menace directe, sans preuve, ils n'ont rien pu faire. Revenez si elle tente de vous approcher. C'est tout ce qu'ils ont dit. Alors j'ai appris à vivre avec la peur. Je fermais les rideaux, vérifiais les portes 3 fois, dormais d'un œil. 2 semaines ont passé. Puis une nuit, j'ai été réveillé par un bruit de pas. Des pas dans la neige, juste derrière la vitre. Lent, mesuré, comme si quelqu'un tournait autour de la maison. Le lendemain, en sortant, j'ai vu les traces. Des empreintes nettes, faisant le tour complet de ma cabane. Aucune note dès cette fois. Aucun message. Juste ces marques. C'est là que j'ai compris que je ne serais plus jamais tranquille, qu'elle pouvait me retrouver où que j'allais. Alors j'ai tout quitté. J'ai déménagé dans une colocation avec 3 anciens militaires, des gars solides, aux épaules larges et au regard ferme, des drapeaux, des camions, des chiens. Un endroit qu'on n'approche pas sans réfléchir. Depuis, plus aucun signe d'elle. Mais chaque matin, avant de sortir, je regarde encore sous ma voiture. Et chaque soir, avant de dormir, je tends l'oreille, à l'affût du moindre craquement. Parce que Marissa, elle n'a jamais vraiment disparu. Elle s'est simplement éloignée, quelque part dans l'ombre, attendant le bon moment pour revenir. Si cette histoire t'a fait frissonner, sache qu'il existe des milliers de gens comme Marissa. Des esprits obsédés qui ne comprennent pas le mot fin. Et parfois le plus terrifiant, ce n'est pas de les voir partir, mais de ne jamais savoir quand ils reviendront. Alors avant de fermer cette vidéo, abonne-toi à Nuit d'horreur, parce que ici, chaque histoire vraie te rappelle une seule chose. Le danger n'est jamais bien loin. Chaque histoire que tu viens d'entendre a un point commun. Un détail invisible au début, presque banal. Puis soudain, tout dérape. Parce que la folie ne surgit pas d'un coup. Elle s'insinue, elle se glisse dans les silences, dans les regards, dans les petits gestes qu'on choisit d'ignorer. Grace, Tommy, Marissa. 3 prénoms, 3 visages, 3 cauchemars. Et pourtant, combien d'autres comme eux? Combien de cœurs blessés deviennent des obsessions? Combien d'amour se transforme en prison? On dit souvent que le danger vient des inconnus, mais parfois il dort juste à côté de toi, dans le lit, sur le canapé, dans la voiture. Et quand tu t'en rends compte, il est déjà trop tard. Ces histoires ne sont pas seulement des récits d'horreur, elles sont des avertissements. Des cicatrices racontées à voix haute pour que d'autres n'en portent pas de nouvelles. Parce que la terreur la plus réelle n'a pas besoin de monstres ni de fantômes. Elle porte un prénom. Elle a un visage familier et elle dit « Je t'aime » avant de dire « Tu m'appartiens ». Alors la prochaine fois que quelqu'un te surveille un peu trop, que tu sens cette présence derrière toi, ou que tu découvres une lettre anonyme glissée sous ta porte, écoute ton instinct. Fuis, ne cherche pas à comprendre, parce que parfois ce qui te regarde depuis l'ombre n'attend qu'un seul faux pas pour s'approcher. Si ces histoires t'ont glacé le sang, si tu veux continuer à explorer les zones les plus sombres de l'âme humaine, alors abonne-toi dès maintenant à Nuit d'horreur. Ici, chaque récit est tiré de faits réels.
Chaque voix te murmure une vérité que tu préférerais ignorer. Et chaque nuit, nous rallumons la lumière sur les histoires que d'autres voudraient oublier. Car parfois, les monstres ne vivent pas dans les légendes, mais juste derrière ta porte. Tu viens d'écouter 3 véritables histoires d'obsession, de peur et de survie. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin. Et souviens-toi, Nuit d'horreur, ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un refuge pour ceux qui n'ont plus peur de la vérité.